Retour aux sources, puisque Bruno Bachimon a carrément recruté Thomas Drujon. Si vous prenez ma remarque, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça y est, j'ai plus rien à dire. Et que Julien Mazanès a commencé en stage à la BNF en 99. Donc voilà, Bruno Bachimon pour l'INA et Julien Mazanès pour la BNF vont vous raconter le tout début du dépôt légal, quand il s'appelait même pas encore dépôt légal et que la question de l'archivage pointait à peine le bout de son nez. On commence par l'INA, si vous voulez bien, Bruno Bachimon. Oui. À vous la parole. Très bien. Bah écoutez, vous avez déjà tout dit de l'essentiel de ma contribution au dépôt légal du web à l'INA, c'est que c'est effectivement moi qui ai eu la chance de recruter Thomas Drujon. Ça a tellement bien marché qu'il s'arrangeait que je parte de l'INA il y a quelques années, et donc je lui ai laissé les clés et ma foi, il s'en sort très très bien. Donc effectivement, dans les années 2000, avec des collègues de l'INA, Jean-Michel Roth qui était là ce matin, je crois, Geneviève Piéju et d'autres collègues, la question de l'archivage du web s'est posée dans l'idée que c'était un nouvel objet dont il fallait étudier les conditions de la mémoire culturelle et patrimoniale, sachant que cet objet commençait à occuper une place prépondérante et incontournable dans l'espace éditorial public. Alors très vite, il y a eu pas mal de questions qui se sont posées. Alors des questions à la fois méthodologiques, technologiques, puis aussi des questions institutionnelles. Alors ni Julien ni moi sommes désormais membres des institutions qui nous accueillent aujourd'hui, donc nous avons une certaine liberté de parole. Et donc, comme vous le savez, sans doute, en tout cas ceux qui étaient là à l'époque savaient que c'était des questions qui étaient un petit peu chaudes entre nos vénérables institutions qui, pour des raisons respectables et objectives chacune de leur côté, estimaient qu'elles étaient tout à fait légitimes et tout à fait en mesure d'assumer seules le périmètre de l'archivage du dépôt légal. Alors pour vous résumer un petit peu de manière tout à fait caricaturale, partielle les points de vue en présence, on avait d'un côté l'INA qui disait bon alors nous on sait faire de la technologie puisqu'on fait l'audiovisuel, etc. Le web c'est du flux, donc on va pas vous faire un dessin. Le dépôt légal du web, ça doit être plutôt à l'INA. En plus, vous savez, la BNF, c'est une belle institution, vénérable, etc. Faut pas leur demander de faire trop de numérique, parce que voilà, c'est quand même nouveau. Faut quand même pas les bousculer comme ça aussi vite. Alors de l'autre côté, de la BNF, on entendait, bon écoutez, nous ça fait 300 ans qu'on s'occupe du job, de la vidéo, bon c'est un objet un petit peu incertain, d'aucuns disent que c'est culturel, mais enfin bon, archiver les jeux vidéo, faut quand même qu'on nous explique un peu, les jeux télévisés, faut qu'on nous explique un peu l'intérêt culturel, donc c'est pas la bande de pygmées du plateau de Brie qui vont nous expliquer comment est-ce qu'il faut faire. Donc on était à peu près... rectifierai bien sûr. Oui bien sûr, voilà. Oui, c'était pire ce que tu disais, c'était pire. C'était bien pire. Enfin voilà, je vous donne la version pour les enfants. C'était, voilà, on a encore un public tout à fait ouvert, donc je ne veux pas non plus choquer les oreilles sensibles. Donc on était à peu près là, et effectivement, alors je caricature, mais en fait le paradoxe c'est que les deux discours se tiennent. Bien évidemment, chacun avait raison dans l'endroit d'où il parlait. Et très vite, le cabinet du ministre de l'époque, je crois que c'était Catherine Tasca, si j'ai bonne mémoire, c'était ici même d'ailleurs, on était dans un cocktail concernant une des nombreuses séances où on discutait ensemble justement BNF-INA sur la gestion du patrimoine, etc. Il nous prend à part, il nous dit, bon écoutez les enfants, on va siffler la fin de la récréation. Donc de deux choses l'une, soit vous vous mettez d'accord comme des grands, soit moi je crée un troisième institut qui va s'occuper du web. Alors là, pof, tout le monde s'est mis en rang, le petit doigt sur la couture du pantalon, le regard sur la ligne bleue des Vosges, et puis on est parti pour travailler en commun. Alors après, on se retrouve maintenant 10 ans après, un peu comme les tontons flingueurs dans la cuisine de la résidence. Donc personne n'a trouvé le Grisby en fait. Voilà, on n'a pas trouvé le Grisby, mais on a trouvé la gnôle quand même. Et donc là, on discute comme de vieux camarades autour de cette gnôle qui nous réunit. Mais à l'époque, on était comme Bernard Blier et Lino Ventura, je vous dirai pas qui est qui. Et il y avait quelques bourre-pifs qui circulaient, pour reprendre le vocabulaire des tontons flingueurs. Alors, tu m'en veux pas trop ? Non, parce qu'à la fin, on a été les plus forts. Donc...
Donc c'était effectivement assez actif et du coup, bon, c'est vrai que l'histoire a fait que le règlement que nous a imposé le ministère, ma foi, il a eu raison malgré nous parce que ça nous obligeait à construire un périmètre assez varié des méthodes et des approches de l'archivage qui, à mon sens, correspondent assez bien à cet objet protéiforme et éminemment varié qu'est le web. Alors d'un point de vue plus... Il faudra m'arrêter, hein, parce que là, si non, c'est passionnant. Voilà. Oui, oh là. C'est ça, d'accord. Et en plus, il se paye ma tête. Bon. Donc, au-delà de ce contexte institutionnel qui était un petit peu chargé, hein, comme je viens de vous le narrer, on avait évidemment tous les aspects méthodologiques et scientifiques qui se posaient. Parce que dès qu'on sortait un peu le nez hors du marigot national et qu'on parlait de l'archivage du web, ou même du marigot institutionnel, tout le monde nous prenait pour des fous. Hein. Et d'ailleurs, le nom du web entre nous, c'était le Rajaïdja. Vous savez ce que c'est, le Rajaïdja ? Non, je voulais dire que votre culture tintinophile est assez déplorable. C'est le poison qui rend fou, voilà, dans le lotus bleu. Hein, et donc, effectivement, le web, c'est le poison qui rend fou. Et je peux vous garantir qu'il n'est pas du tout virtuel. Regardez dans quel état il nous a mis, hein, forcément. Et on cherche toujours l'antidote. Parce que, comme vous le savez, professeur Tournesol a trouvé l'antidote, mais il n'est pas présent parmi nous aujourd'hui. Donc c'est le poison qui rend fou le web parce que c'est un objet intégralement numérique. On peut dire que c'est la première fois qu'on avait affaire à un objet authentiquement numérique, donc il en avait quasiment toutes les vertus et tous les défauts. Alors la première question, c'est comment l'aborder. Alors à l'époque, c'était un peu le débat médium ou média. Hein, comme vous le savez, le charme de la langue française en infocom, c'est comprendre que média n'est pas le pluriel de médium. Hein, un médium, c'est un support, c'est un outil de diffusion, hein, c'est-à-dire ce sur quoi on va retrouver un certain contenu. Et puis le média, c'est la forme éditoriale de la conception, de la transmission et de la réception d'un genre de documentaire. Et donc il y avait deux points de vue qui s'opposaient. Si on considère que le web est un médium, on considère que du coup c'est un outil de diffusion supplémentaire par rapport à des objets qui sont nés ailleurs, qui vont pouvoir avoir une co-constitution avec ce nouveau médium, mais l'essentiel, c'est plutôt de dire on a déjà les collections, on va les prolonger. Hein, et donc, en fait, on a une première approche du web qui consiste à dire prolongeons les collections qui sont déjà entamées dans l'univers de la BNF d'un côté et l'univers de l'INA de l'autre. Et puis, le deuxième discours, c'est de dire que c'est un média. Ici, le média est au singulier puisque c'est un genre éditorial à part entière. Et dire c'est un objet nouveau parce que il va créer non seulement des contenus nouveaux qui ne pourraient pas être nés ailleurs, et puis d'autre part, il va créer des genres de consultation, des genres de circulation, des genres intellectuels, cognitifs, nouveaux, hein, pour pouvoir aborder ces objets. Et donc, à ce niveau-là, il fallait rendre compte de l'innovation radicale qu'était le web dans le paysage éditorial et en même temps rendre compte que c'était aussi une manière de garder une cohérence patrimoniale des collections qui avaient déjà été constituées dans l'univers de la BNF d'un côté et de l'INA de l'autre. Alors, il y avait aussi d'autres problèmes qui sont apparus, c'est le statut de l'objet. C'est-à-dire, on parle de l'archive du web, mais c'est quoi une archive du web? Alors déjà, quand vous parliez aux documentalistes, déjà commençaient déjà à perdre un petit peu de leur suffisance et à avoir entamé de manière accélérée un syndrome pré-Alzheimer, parce que effectivement, c'est quoi l'unité documentaire? Ça veut dire quoi indexer un site web? Est-ce que c'est la page? Est-ce que c'est l'adresse? Est-ce qu'on va trouver dedans? Etc. Donc on voit bien que le jet est complexe. Par exemple, on l'a vu tout à l'heure, il y a des objets qu'on rencontre à travers le web, mais qui ne sont pas dans le web. Donc quel statut leur donner? Comment les retenir? Mais il y a plus grave que ça, c'est que l'archive du web n'est pas une archive au sens habituel. C'est pas un objet que l'on garde dans la consistance éditoriale qu'il avait. C'est une trace que l'on invente, que l'on construit, et qui va être un objet qui va être causé par le processus de collecte, mais qui n'est pas l'objet collecté. Et donc, on est plus dans un rapport indiciaire à l'archive, c'est-à-dire que ce que l'on garde comme archive est l'indice qui nous permet de remonter au contexte d'origine. Mais ce n'est pas le contexte d'origine, contrairement à d'autres contextes de conservation où l'ouvrage que j'ai conservé, c'est celui qui a été édité réellement dans le contexte. Et on parle du même objet, c'est même des fois physiquement le même objet. Donc là, on est dans un contexte épistémologique tout à fait différent. On est dans une trace de la trace. Hein. C'est-à-dire qu'on dit que l'objet web, c'est intéressant du point de vue patrimonial parce que ça nous permet de nous documenter sur l'environnement de ce qu'il y a, de l'environnement culturel et social qui a produit cet objet qui est le web dans lequel on navigue. Et nous, ce qu'on en garde, c'est une trace de cette trace. Donc on a un redoublement de la trace, on adore ça, hein, ça fait très déridien, ça fait très chic de dire ça, et donc on a un redoublement de la trace qui fait que quand on veut interpréter une archive du web, on ne sait jamais très bien devant quoi on est.
En plus, une des choses qu'on avait réalisées grâce à Thomas d'ailleurs, c'était des petites aberrations propres au web. C'est-à-dire que par exemple, le temps de collecte d'un site va prendre plus de temps que le temps de mise à jour du site. Donc ce que vous allez avoir comme archive au final, c'est un objet qui n'a jamais existé. C'est une tératologie archivistique où on a une espèce de monstre qui sert à représenter ce qu'on pouvait imaginer être le web à l'époque. Donc ces problèmes méthodologiques faisaient qu'il fallait également apprendre non seulement à archiver, mais à savoir inventer des discours scientifiques qui étaient à la hauteur des objets en présence. Et donc les premiers débats avec la communauté des chercheurs pour pouvoir travailler avec eux sur la définition de l'objet, quelles étaient les conditions de collecte qui n'allaient pas trop biaiser l'interprétation scientifique, parce qu'il y en aurait forcément des biais. Le tout, c'est de savoir les montrer et les exhiber et les interpréter. Et puis d'autre part, ça veut dire quoi, in fine, après, construire une interprétation scientifique d'un objet qui nous parle d'autre chose, puisque, par exemple, on va retrouver les archives des élections présidentielles. L'objectif, c'est de parler des élections présidentielles à travers ce que le web pouvait en dire. Et donc, l'idée, c'est, à travers l'archive du web, c'est de pouvoir parler de traces qui vont parler d'un objet qui était le web de l'époque, qui parlait lui-même d'un autre objet qui était les élections présidentielles, puisqu'en 2007, c'est les premières aspirations qu'on avait faites. Thomas avait été, son bizutage, en fait, ça avait été de travailler sur la captation des sites de l'élection présidentielle de 2007, si j'ai bonne mémoire. C'est ça, Thomas? Je dis pour l'instant, je n'ai pas trop de bêtises. Non, pas trop. Ça va. Non, mais parce que là, je le vois plus tous les jours, donc il n'est pas là pour me dire ce qu'il faut dire. Donc c'est pour ça que là, je parle un peu sans filet. Donc c'est cet régime d'interprétation était relativement difficile, et c'est vrai que Lina de ce côté-là avait une bonne expérience avec. Bon, je parle un peu pour Lina là maintenant, voilà. Tu m'excuseras, Julien. Voilà, de toute façon, il va se venger après. Il parle en deuxième, c'est un avantage. Et donc, Lina avait eu cette expérience des ateliers méthodologiques qui avaient été forgés pour le dépôt légal de l'audiovisuel. Et donc, l'idée, c'était de dire avoir un dépôt légal, c'est bien, qu'il soit exploité par les scientifiques avec des méthodes scientifiques qui permettent de co-construire l'archive. C'est encore mieux parce que ça permet d'avoir une continuité du savoir entre l'objet et le discours qu'on tient à son propos. Et du coup, on a recommencé un peu ce type de pratique qui dure toujours, si j'ai bonne, puisque c'est Louise, tu t'en occupes des ateliers méthodologiques du web, c'est ça. Donc, on change pas une équipe qui gagne. Donc, c'est une pratique qui en droit ne s'arrête jamais, d'ailleurs, surtout sur un objet comme le web, et de pouvoir avoir cette co-construction du savoir. Alors pour terminer, puisque je sens que je vais vous lasser, c'est que il me semble que maintenant on n'est plus vraiment dans le débat le web comme médium ou comme média. J'ai l'impression qu'on est passé à un autre niveau, c'est que le web c'est un milieu. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Le milieu, c'est le milieu qui les environne et ce à travers quoi on agit vis-à-vis du monde. C'est ce qui nous met en relation avec notre environnement. Donc le milieu, c'est ce qu'il y a autour de nous, mais c'est ce qu'il y a entre nous. C'est ce à travers quoi on interagit et ce à travers quoi on agit. Et donc le milieu, c'est assez difficile parce que c'est un peu comme l'eau des poissons. Les poissons voient à travers l'eau, mais ne voient pas l'eau. Et donc le numérique et le web a un peu cette fonction-là, c'est qu'aujourd'hui c'est un milieu qui est structurant pour pouvoir aborder ce qu'on va découvrir à travers le web. Et donc à ce moment-là, ça veut dire quoi que d'archiver le web? Ça ne veut pas dire grand-chose, parce que ça veut dire quoi d'archiver un milieu? Ça ne veut rien dire du tout. Donc ça veut dire que de toute façon, on sait qu'on ne sera pas exhaustif, on sait qu'on sera lacunaire, et donc la seule ressource qui nous reste, c'est celle qu'on fait magnifiquement aujourd'hui dans nos institutions, c'est qu'on assume l'arbitraire d'un découpage qui est ce qu'il est. Il aurait sans doute pu être meilleur, mais moi je le trouve en fait in fine pas si mauvais que ça. Ça permet d'avoir une mémoire du web qui fonctionne pas trop mal, avec différents registres de granularité, différents registres de périmètre, différents registres de pratiques scientifiques que l'on peut construire, parce que de toute façon, archiver le web, c'est illusoire. On ne va pas archiver un milieu. On va archiver des objets qu'on rencontre dans ce milieu qui nous permettent de révéler ce milieu. Et donc le web aujourd'hui, c'est une manière, cet archivage, c'est une espèce de révélateur, de marqueur pour comprendre ce qu'est ce milieu environnant qu'est le numérique aujourd'hui et le web en particulier, qui est la principale manifestation aujourd'hui de notre action sur notre environnement à travers les outils numériques qui nous sont proposés. Donc d'une certaine manière, 10 ans après le premier lancement des outils du web, du dépôt légal, 20 ans après
après les premiers archivages, j'ai envie d'avoir un constat relativement de tous nous auto-congratuler. Je trouve que c'est pas si mal le parcours qui a été fait, hein, que le travail est plutôt bien fait et que d'une certaine manière, il faut plus aborder avec un certain optimisme les problèmes méthodologiques qui nous restent que de regretter des choix qui auraient pu être autrement, qui auraient dû être autrement. Donc en fait, je suis très content d'être là et je remercie les organisateurs de nous avoir invités. Ça fait toujours du bien de revenir sur le passé. Bon, heureusement, 10 ans, ça fait un peu loin, donc ça veut dire qu'on a pris un petit coup de vieux. Mais enfin, bon, voilà, j'espère être encore là quand même pour les 20 ans du dépôt légal ou les 30 ans de l'archivage du web. On sera, je ne sais pas dans quel état on sera, Julien, mais ça me fera plaisir d'être encore avec vous. Merci. Merci. Très bien. Bon, je vais souscrire à beaucoup de choses que dit Bruno. Effectivement, après il y a des façons de présenter sur le fait que effectivement il y a des limites à ce qu'on fait, on échantillonne, etc. Maintenant, est-ce que c'est illusoire, est-ce que c'est etc. Il y a des façons de présenter qui sont sans doute différentes. Je pense que effectivement, moi j'ai commencé en 99 par un stage ici et je posais des questions parce que je me suis toujours intéressé à l'informatique depuis tout petit, disons, et je disais, alors et voilà, qu'est-ce qui se passe avec le web, etc. Et du coup, ils ont dit, tiens, celui-là, on va le prendre là, et ils m'ont recruté pour faire avancer ce dossier à l'époque, pendant les quelques premières années. Et mon meilleur allié, c'était l'INA, effectivement, puisqu'il y avait une certaine concurrence institutionnelle. Donc, quand ça n'avançait pas assez vite, je sortais ma carte INA, et je voulais le remercier ici, bien sûr. Mais je pense que ce qui est important, en fait, c'est de voir que, et là, je vais différer un peu de ce que dit Bruno, ou de ce qui a été dit aujourd'hui. Bon, il y a la technique, il y a tout ce que vous voulez, il y a le côté... enfin bref, il faut être aussi assez naïf pour penser qu'une boîte d'archives vient avec son contexte, ou même le lectorat, enfin tout ce qu'on ne sait pas sur comment les gens interprètent quelque chose à une époque, même avec un livre. Il ne faut pas être trop naïf non plus. Donc on a ce problème-là, il y a effectivement une dissonance temporelle potentielle, il y a des choses nouvelles qui bougent, mais il y a l'aspect technologique. Mais moi je pense que le challenge principal pour nos institutions, c'était surtout la dissolution des intermédiaires devant nous. D'accord. L'INA, comme la BNF, travaille en grande partie encore aujourd'hui derrière tout un milieu d'acteurs qui produisent, qui filtrent, qui routent, qui dirigent l'information, etc. Donc ce milieu des intermédiaires, on l'avait, les deux institutions l'avaient. Et avec le web, le problème qui s'est posé, c'est que ce milieu d'intermédiaires s'est dissous complètement, il a disparu, ou il existe encore plus exactement, et les intermédiaires précédents existent bien sûr sur le web, mais fondamentalement la question essentielle, c'était de se dire, est-ce qu'on suit et on archive que nos intermédiaires classiques, les éditeurs pour nous, les télés pour vous, on va dire simple, ou est-ce qu'on s'occupe de ce nouveau truc-là, qui certes est techniquement différent, natif numérique, tout ça, mais surtout qui est incontrôlé, incontrôlable, qui démocratise et diffuse en fait la capacité de produire de l'écrit, des traces, une circulation, comme jamais auparavant. C'est-à-dire que c'est une transition qui est beaucoup plus comparable à l'arrivée de l'imprimerie, mais même, d'une certaine façon, c'est quelque chose d'encore différent. Et je pense que de ce point de vue-là, nos deux institutions ont dû travailler sur cette problématique. Et je pense que une partie des expérimentations, telles qu'on les a conçues, en tout cas à la Bibliothèque nationale, était d'essayer de pouvoir répondre. Est-ce qu'on va être capable de traiter ce média nouveau dans sa singularité et être capable effectivement de comprendre comment l'archive qu'on va créer, en disant archive, comme ça on est tous ensemble pour cette question, comment l'archive qu'on va créer va pouvoir fournir à la société dans le futur une mémoire, aux acteurs de la recherche des sources, des corpus, sur lesquels on va pouvoir tous travailler, se souvenir, construire avec quelque chose qui, par essence, encore une fois, est différent dans sa structure de publication, d'apparition, et aussi, techniquement, est très fragile. C'est très fragile parce qu'il y a la migration, il y a le numérique, c'est vrai, mais d'abord et avant tout parce que la publication est une publication instantanée. Le jour où le serveur s'arrête, la chose disparaît, même s'il y a des milliers de copies et qu'on croit que c'est très accessible, etc. En réalité, on est toujours dépendant du serveur d'origine. Et par ailleurs, structurellement, dans l'espace documentaire, vous savez, la page index, c'est une page qu'on met à jour. Donc elle est autodestructible, ou je ne sais pas comment il faut dire, par nature, par structuration.
Donc il y a une fragilité énorme de cette matière, disons, et il y a le fait que nous n'avions plus nos intermédiaires. Nous avons essayé de faire des expérimentations à la Bibliothèque nationale pour travailler cette question à bras-le-corps et trouver quelque chose qui va établir une forme d'archive, et je pense que c'est un work in progress, puisqu'on le voit bien, effectivement, dans les outils, dans les interventions, il y a encore des choses qui bougent sur cette question-là, un work in progress pour construire cette mémoire. Je dirais que cette mémoire, elle est structurée, elle est construite, on l'a tous dit, tout le monde le répète et on est tous d'accord là-dessus, elle est construite techniquement. Donc les outils que nous avons, les outils que nous développons, et donc on appelle donc des crawlers pour dire leur nom, sont des outils qui permettent le suivi des liens et la collecte à l'échelle de milliards de fichiers, c'est pas rien bien évidemment. Ces outils font état de micro-décisions technico-documentaire, on va dire, à des tas de niveaux. Je suis ce lien parce qu'il est dans le .fr, je le suis pas, je le suis parce qu'il est de tel format de fichier, etc., etc. Je peux le suivre ou je peux pas le suivre. Donc il y a plein de contraintes qui construisent comme ça, disons, un artefact qui est cette archive. Et donc nous avons travaillé effectivement sur ces outils, nous avons fait des expérimentations sur les outils existants, donc là, je vous parle de 2001, 2002, il y avait des outils open source, on a été voir les acteurs du crawl du web de l'époque, comme Voilà, qui est devenu le portail d'Orange plus tard, la société Xylem, qui a été créée par Serge Abitboul et d'autres. On est allé travailler avec ces acteurs-là pour voir avec eux les outils, comment est-ce qu'on pourrait fabriquer ces outils. Et on a fini, entre guillemets, par se mettre à plusieurs pour les construire ces outils, puisque vous savez qu'il y a ce consortium international qui a été créé dans ces années-là, en 2002-2003, et qui a pris la charge de développer des outils comme Eritrix, qui sont utilisés par la grande partie aujourd'hui des bibliothèques, parce qu'on s'est dit, il vaut mieux que nous ayons nous-mêmes nos outils, qui soient open source, et qu'on contrôle justement toutes ces micro-décisions qui vont aboutir à la mise en place à la création de cet artefact. Ensuite, on a effectivement regardé tout ce qui était... il y avait des choses qui étaient acquises, si vous voulez, dans la bibliothèque à l'époque, et je suis sûr à l'INA également, c'est-à-dire, bon, on a besoin de la continuité des collections. Hein, il y a des éditeurs qui disparaissent. On a les éditeurs de la PQR dont on a parlé tout à l'heure. Donc il y a des migrations. De toute façon, il fallait les accompagner. Il y avait un aspect, je dirais, existentiel en partie chez certaines personnes dans la bibliothèque qui se disaient peut-être qu'on engage le futur de l'institution là. Et il y avait donc cette concurrence institutionnelle. Il y avait des choses qui n'étaient pas acquises, comme je vous l'ai dit. Il y avait notamment qu'est-ce que c'est que construire certains artefacts, quelle est la légitimité de ces contenus qui viennent de tout, du tout venant, hein, de tout le monde presque potentiellement, et comment nous on arrive à se positionner. Vous savez que peut-être qu'à l'époque il y avait dans la communauté, effectivement, quand on allait dans l'international, dans les bibliothèques nationales, il y avait déjà une réflexion, mais pour vous dire l'anecdote, en 99-2000, moi j'étais en Suède pour voir les pionniers, il y avait les pionniers, c'était les Suédois et les Australiens, ils ne se parlaient pas, parce que les Suédois utilisaient des outils automatiques de crawl, etc., comme des moteurs de recherche d'une certaine façon. Les Australiens faisaient de l'hypersélection, c'est-à-dire qu'ils sélectionnaient 1000 sites, alors qu'il y en avait déjà sans doute 200 ou 300 000 en Australie. Donc vraiment quelque chose qui n'est pas le dépôt légal, enfin qui n'est plus dans notre objectif, dans notre tradition. Et ces communautés-là ne se parlaient plus. Et on a réussi effectivement en travaillant ensemble à l'international avec ces acteurs, en formant ce consortium, à faire que ces acteurs convergent à peu près sur l'option que nous on suivait effectivement à la BNF, qui est cette option double, de travailler sur le corpus automatique pour construire cette image de fond neutre, échantillonnée mais de manière exhaustive, qu'on ne fasse pas le choix, nous, de décider qu'effectivement, bon là c'est le jury concours qui a fait l'erreur, mais de choisir ce gaillard, Ernest, mais nous, dans la BNF, on le sait que, je veux dire, il suffit d'aller dans les salles de lecture du Rez-de-Jardin, on sait très bien que les gens viennent chercher des choses que personne n'aurait choisies à l'époque. C'est bien ça qui fait qu'une institution de dépôt légal a son rôle. On collecte très très largement, indépendamment du jugement de l'époque, entre guillemets. Hein. Donc la collecte automatique, avec ces outils qu'il s'agit de calibrer, qu'il s'agit de comprendre effectivement comment ils fonctionnent et de les maîtriser, était pour nous quand même la façon d'assurer, par rapport à ce média
public quand même, puisque c'est là ce qui fait la base, qu'on pouvait arriver à offrir, à construire cette mémoire qui soit pertinente pour le futur. On a aussi effectivement travaillé avec toutes les limites techniques qu'il y avait, donc on en a parlé justement dans la journée. Donc il y a des sites effectivement, soit parce qu'ils ont du flux, soit parce qu'ils ont des offrent des sortes de passerelles dans ce qu'on appelle le web profond ou autre, peu importe. Donc on a travaillé avec des éditeurs et je me rappelle de ces sites pour travailler avec eux. Comment est-ce qu'on ferait dans les cas de tout ce qui n'est pas crawlable automatiquement, disons. Et je me rappelle qu'on a eu des discussions assez rigolotes avec des acteurs qui étaient un peu on se disait voilà, il y a les questions du copyright, il y avait des tas de gens qui se posaient des tas de problèmes. Et puis on a eu, je me rappelle, une présentation avec le syndicat national des éditeurs. Et c'était assez intéressant parce que finalement on a fait une démonstration sur 0h00 qui a été montrée précédemment, qui avait fermé à l'époque, donc déjà. Donc on l'avait nous archivé, on avait archivé à la fois les livres, à la fois la passerelle de recherche, et on avait migré tout ça en XML pour que l'envoyer vers le futur dans des conditions, disons, meilleures. Et on a fait cette démonstration et quelqu'un dans l'assistance du syndicat national des éditeurs nous a demandé un titre. Et il se trouve qu'on l'avait. Et c'est bien parce que c'était lui qui l'avait écrit. Donc il était content. On l'avait archivé. S0R avait fermé, mais il était à la Bibliothèque nationale. Donc vous voyez, en fait, il y avait des craintes qui existaient aussi sur le côté juridique et légal. On nous a soupçonné, entre guillemets, de pouvoir être en concurrence potentielle avec les sites, les gens les revenus de ces sites, etc. Donc on a eu tout un tas de discussions sur ces différents niveaux pour essayer de lancer les choses et de montrer que oui, nous on travaillait effectivement pour l'avenir. Je pense qu'il y a eu, en tout cas je dirais pour la Bibliothèque nationale, il y a eu un alignement des planètes assez fantastique et je pense qu'il faut leur rendre hommage parce que effectivement ce positionnement de la Bibliothèque nationale un peu en avance avec l'INA, etc., un peu en avance au niveau international, on le doit à des personnes aussi. C'est pas juste des politiques ou des moments techniques ou historiques, c'est des personnes aussi qui ont joué. Et c'est vrai qu'à la Bibliothèque nationale, on a eu chance d'avoir quand même une direction qui a saisi le problème à bras-le-corps. Jean-Noël Jeannet, Agnès Salle et Jacqueline Sanson, la directrice des collections, ont vraiment appuyé ce dossier qui n'était pas du tout évident forcément, a priori. Et on a eu dans l'équipe qui a mis en place ça, qui a exécuté ça, une direction des services et réseaux avec Caroline Vigan, Catherine Lupovici, des gens qui ont été extraordinaires, qui nous ont vraiment soutenus, qui nous ont vraiment, parce qu'effectivement, on en discutait tout à l'heure, il y avait effectivement, tu le rappelais, Geneviève, on a eu des discussions avec le ministère, on a eu des discussions effectivement institutionnelles. C'était pas si simple comme situation. Et en tout cas, je peux dire pour la BNF, il y a eu beaucoup de personnes qui ont joué et qui ont fait que ça a été possible de se positionner, de prendre, en tout cas des options fortes sur qu'est-ce que ça devrait être une mémoire de l'Internet pour le futur, et une équipe fantastique dont Sarah Aubry est encore le pilier ici, et c'est son anniversaire, donc j'en profite pour lui souhaiter bon anniversaire. Donc c'est des gens qui ont, Thomas, on l'a vu, dans les différentes équipes, il y a des gens qui ont été innovants, qui se sont battus effectivement pour faire bouger des institutions qui ne sont pas forcément comme ça a priori si faciles à bouger, mais qui ont montré qu'elles savaient bouger, s'adapter, et offrir aujourd'hui, je pense, un des meilleurs dispositifs, en tout cas, qui existent pour archiver le web dans un pays. C'est vrai qu'il faut comprendre que pour faire le poids, à la fois technologiquement parlant, sur le côté législatif, et je finirai là-dessus aussi, on a parlé des silos, je pense que c'est Jean-Baptiste qui évoquait ça, ce sont des vraies préoccupations. Donc pour faire le poids, il est clair que même le niveau national a ses limites. C'est pour ça qu'on a cherché aussi à la Bibliothèque nationale à former ce consortium, International Internet Preservation Consortium, nom affreux, voilà, je le sais, mais qui existe toujours, qui réunit les acteurs et moi j'espère qu'il pourra faire plus, bien sûr, pour donner le poids et donner la légitimité. On représente la mémoire du futur, on représente ça, il faut en être fier. C'est très important ce qu'on fait, et je pense qu'il faut qu'on donne les moyens aux institutions qui le font de le faire, aussi bien budgétaire que réglementaire, etc. Parce que encore une fois, on ne s'est jamais trouvé dans la situation où les incunables du web, puisque c'est l'expression, les incunables du web, les vrais incunables, je vais vous expliquer leur histoire, j'ai calculé leur cardinalité. C'est-à-dire, il y a eu, je crois, 30 000 éditions et 2 millions de livres qui ont circulé. Donc une cardinalité, c'est-à-dire, en moyenne, il y avait 650 livres
J'ai calculé ça, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais à peu près quelque chose de l'ordre de 600 de ces premières éditions imprimées avant 1500, hein, ce qu'on appelle les incunables. Donc imaginez bien 600 en moyenne. Ils ont traversé le temps. Le dépôt légal à la Bibliothèque nationale, on l'a commencé en France, vous le savez, en 1531, si je me rappelle bien, et donc il n'était pas exhaustif. 37, oh là là, pardon. Il n'était pas exhaustif à l'époque. Il est devenu exhaustif. Il y a des études qui l'ont montré vers le XVIIe, XVIIIe siècle, des études sur l'histoire du livre. Donc vous voyez, pendant 200 ans, il n'était pas exhaustif. On les a récupérés parce qu'il y en avait 600 et qu'ils étaient, vous voyez, dans des greniers, n'importe où. Ils existaient indépendamment. C'était des objets. Les sites web n'existent pas indépendamment. La page index, elle s'autodétruit à chaque fois qu'on la met à jour. Donc on a peu de temps pour préserver. Et donc je pense que le fait qu'en France, les choses se soient passées assez rapidement et mises en place, effectivement, je suis d'accord avec Bruno, je pense qu'on peut en être fier. Et nous, comme on ne travaille plus dans ces deux institutions, on peut d'autant plus leur rendre hommage. Et je pense que c'est très important parce que finalement, on a créé quand même un matériau qui est là, qui est dans des institutions solides et durables. La problématique, c'est comment est-ce qu'on passe de ça à l'échelle et comment on continue à faire ça. Nous avons un paradigme qui est celui du ciment HTML, certes, il y a des applications, il y a les silos, mais les silos sont toujours accessibles via HTML. On est dans ce paradigme pendant un certain temps. Profitons-en pour construire cette mémoire et qu'elle tienne pour les siècles et les siècles. Hein. Elle le mérite. On est là pour ça. On est là pour ça, voilà. Merci beaucoup à tous les deux. C'est l'heure de la pause. Et bien on se retrouve dans 15-20 minutes max pour la dernière partie. Il fallait tout dire en une fois. Voilà.